Bonjour à tous, je suis le petit page. Et vous allez voir la conférence du professeur Miné Karataş qui va être traduite en direct grâce à ce livre. Ce livre dont je tourne les pages. Merhaba. Bugün size eksilti olarak bilinen dil alanından bahsedeceğim. Bu doğrultuda öncelikle eksilti terimini ele alacağım. Ardından konuşma ve yazı dilindeki eksilti örneklerini değerlendireceğim. Son olarak da elektronik ortamdaki yazılı iletişim şekillerine başvuran eksiltileri incelemeye alarak konunun farklı bir boyutuna parmak basacağım. Eksilti, en küçükten en büyük yapıya kadar anlam üzerinde etki etmeyen, dilde tasarrufa esas alan bir gelişmedir. Eksilti karşımıza kelime düzeyinde ses veya ek düşmeleri, cümlede kelime veya kelimelerin konuşmada söylenmemesi şeklinde çıkmaktadır. Aynı zamanda anlatıyı gereksiz unsurlardan ayıklamak ve daha etkili duruma sokmak için edebi metinlerde eksilti bir söz sanatı olarak kullanılmaktadır. Eksilti üzerinde duran kaynaklar, eksiltinin en az çaba yasası gereği oluştuğuna değinmişlerdir. Konuşma sırasında mümkün mertebede en az düzeyde enerji harcamaya çalışılmasına en az çaba yasası denmektedir. Eksiltilerin temelde oluşum nedeni bu yasaya bağlanmaktadır. Bu yasada dilde tutumluluk, söylenmek isteneni en kısa yoldan, gereksiz kullanımlardan kaçınarak vermek esastır. Böylece konuşan dinleyeni gereksiz zihinsel çabalara sokmaktan alıkoymaktadır. En az çaba yasası, dilin en küçük birimi olan sesten metne kadar uzanır. Dolayısıyla konuşma diline özgü kuralları bitirmese de yazı diline aktarılmış eksilti örnekleri mevcuttur. Sözcükte, cümle ve metinde en az çaba yasasına bağlı olarak konuşma ve yazı dilinde ortaya çıkan eksiltinin gerçekleşme biçimleri de kendi içinde bazı değişiklikler arz eder. Eksiltinin başlangıç noktası konuşma dilidir. Konuşma dilindeki eksiltiler zamanla genelleşerek yazı diline de yansımıştır. Sözcük düzeyindeki eksiltilerde temel amaç söyleyişi kolaylaştırmaktır. Söyleyiş sırasında sözcüğün bir ses, hece veya çekime girenekleri bu doğrultuda söylenmemektedir. Bazen bu dil olayı sözcüğün bir parçasının söylenmemesi şeklinde sonuçlanmıştır. Sözcük düzeyinde görülen eksiltilerin ilki seslerle ilgilidir. Genellikle bu eksiltiler ses düşmeleri şeklinde görülür. Ekleyen eksiltisi ise genellikle konuşma dilinde meydana gelmektedir. Cümle düzeyinde ise anlamı aksatmayacak biçimde bir kelimenin kullanılmaması çok kez hem okuyucunun hem de dinleyicinin dikkatini çekmemektedir. Okuyucu, dil bilgisi açısından eksik olan bir öğenin yokluğunu yazıda pek fark etmez. Ancak ekler düzeyindeki eksilti, konuşmada mazur görülse de yazıda kabul bulmamaktadır. Konuşma dilinde eklerin düşürülme nedeni kullanım sıklığıdır. Diyebiliriz ki, sonu dinleyen tarafından belli olan cümlelerde ya da söze bir duygusallık kazandırılmak istendiği zaman yazarlar ya da konuşanlar sözlerini yarıda kesme gereği duyarlar. Bu kesik cümlelere eksiltili cümleler denir. Bu tarz cümlelere hemen her yazıda ya da konuşmada rastlamak mümkündür. Buna ek olarak cümlede yadırgama, uyarı, abartılı bir kitle işlevlerin kazandırılması amacıyla da eksiltiden yararlanılabilir. Fakat cümle içinde eksilti söz konusu olunca eksilti anlamı etkileyebilmektedir. Şimdi sizlere elektronik ortamdaki yazılı iletişim şekillerine başvuran eksiltilerden bahsedeceğim. İnternet üzerinden gerçekleşen iletişimde amacı ulaşabilecek ölçüde çaba harcama, dil ekonomisi bağlamında yaygınlaşan bir tutumdur. Forum ve çeşitli sohbet kanallarındaki yazışmalarda kelimeleri kısaltarak kullanmak, cümle değerindeki kelime yapıları kullanmak bu sürecin ürünüdür. Daha önce de dile getirildiği gibi eksiltinin doğuş noktası konuşma dilidir. Süreç içinde gerçekleşen eksiltilerin benimsenmesi, yazı diline de aktarılmasına yol açmıştır. Biri özensizlik kullanımı, diğeri ise konuşma diline yakın, hatta ondan ötede dil ekonomisi, internet iletişiminde eksiltiye ortam hazırlamıştır. İnternetteki yazışmalarda yazılanların yazılı bir anlatı metni olarak görünmemesi, estetik bir kaygı güdülmemesi, sohbet anındaki bu ruh halinin yazıya yansımasına yol açmıştır. Ancak buradaki yazışma şekillerini birer yazım yanlışı olarak değerlendirmek, konuya yüzeysel bir bakış açısı olacaktır. Çünkü buradaki dil bilimi için özel bir kullanım alanıdır.
örnek olarak bir sosyal medya kullanıcısının LOL TG şeklinde yorum yapması verilebilir. Verilen bu örnekte bir takım harfler yazılmamıştır. Dil ekonomisi bu yolla sağlanmıştır. Bu örnek grafem yapılan eksiltiler şeklinde adlandırılmaktadır. Burada yazım yanlışından ötede dilin özel kullanımı söz konusudur. Toparlamak gerekirse, konuşmada başlayan bu dil olayının zamanla benimsenip yaygınlaşması, yazı diline de aktarılmasını sağlamıştır. Yazı diline yansıyan eksiltilerin bir bölümü gramerde ses düşmesi, eksiltili cümle gibi başlıklarla değerlendirilmiştir. Eksilti, sözcük, cümle ve metin düzeyinde ayrı amaçlarla gerçekleşir. Sözcük düzeyindeki eksiltinin öncelikli amacı söyleyişi kolaylaştırmaktır. Cümle düzeyindeki eksiltinin bilgiyi kestirme yoldan verip sözcük tasarrufunda bulunmak hedeflenir. Metin düzeyindeki eksiltide ise öncelikli gaye metinsel tutarlılık ve bağdaşlık ilişkisi sağlamaktır. İnternet yazışmalarındaki imla yanlışlarını sadece özensizlikle ilişkilendirmek konuya yüzeysel bir yaklaşımdır. Bu tür yazışmalarda konuşma diline yönelme eğilimi kişinin anlık ruh halini yansıtmaktadır. Mersi. Buraya kadar gelmeyi dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Une ellipse est définie par deux points proches de son centre, appelés foyers. Depuis n'importe quel point sur l'ellipse, la somme de ces distances vers les foyers est constante. La taille de l'ellipse est déterminée par la somme de ces deux distances. Il faut donc 3 points pour définir une ellipse. Le raisonnement circulaire, lui, se définit par 2 points. Une proposition A, une prémisse à partir de laquelle une proposition B est déduite, qui nécessite elle-même la démonstration de la proposition A. Il s'agit donc d'une boucle logique, un raisonnement fallacieux, puisque chaque terme renvoie sans cesse à l'autre. Exemple de raisonnement circulaire. Dieu existe, c'est écrit dans la Bible. Or, tout ce que dit la Bible est vrai, parce qu'elle a été écrite par Dieu. À travers son œuvre, et après plus d'un siècle de réalisation catastrophique de son système, Karl Marx nous pose la question de la légitimité du raisonnement circulaire sur le plan heuristique. Il met en place une matrice de l'histoire prédictive et descriptive, basée sur la connaissance de la fin de l'histoire, où la lutte des classes n'a plus cours. Contrairement à un système philosophique logique, l'ambition scientifique de Marx est basée sur un empirisme, une technique d'interprétation des processus politiques. Il ne prend pas en compte le détournement possible de sa position. L'origine de cette boucle logique est l'emploi par Marx de la dialectique hegelienne dans la construction de son système, sous couvert de dépasser la philosophie de l'histoire telle que Hegel la formule. Karl Popper distingue d'un côté la théorie de la gravitation d'Einstein et de l'autre la théorie de l'inconscient freudien et du concept d'histoire chez Marx. D'après lui, une théorie n'est pas scientifique du simple fait qu'elle dispose d'un grand nombre de preuves permettant de la vérifier, mais bien plutôt parce qu'elle peut être falsifiée. Le protocole épistémologique de Marx, sa théorie de la connaissance, comme celle de Freud, ne laisse pas de place à la possibilité de les réfuter. Cette irréfutabilité transpose ces théories dans un champ extérieur à la science, la métaphysique. Marx, en quelques mots, conditions économiques déterminent action et pensée. Vie des hommes expliquée rapport matériel, répartition du travail. Lutte des classes détermine grande période de l'histoire. Passage de l'économie féodale, agraire, au capitalisme, industrialisation. Répartition inégale du capital. Exploitation des travailleurs, spécialisation des tâches, aliénation des individus. Conséquences, antagonisme entre bourgeoisie et prolétariat. Impossibilité de ce système. Prédiction, il n'y aura plus qu'une classe. Théorie de l'histoire, matérialisme historique, critique dialectique. Sens de l'histoire,
du royaume de la nécessité au royaume de la liberté. Chez Hegel, la dialectique joue au niveau des idées, rationalisme, les Lumières, etc. Chez Marx, la dialectique apparaît dans ses conditions matérielles. Socialisme autoritaire et socialisme libertaire opposés entre 1869 et 1871, à l'époque de la Commune, à travers le conflit entre Marx et Bakounine. Marx fait exclure Bakounine de l'Association internationale des travailleurs. Pour Marx, anarchisme égale idéalisme. Or, Marx égale idéaliste. Trilogie et dialectique contre irrationalisme. Idéologie rationaliste, idéaliste contre mode de pensée de la fragmentation. Aristote, vs Héraclite. Marx, vs Nietzsche. Débat déjà épuisé. Le matérialisme historique, sous forme de critique dialectique, se présente comme un renversement idéologique. D'après Marx, ce qui distingue les hommes des animaux, c'est qu'ils produisent eux-mêmes leurs moyens d'existence. Cette production, c'est le travail. Je cite l'idéologie allemande, 1845, première partie, Feuerbach. Or, cet état de choses ne conditionne pas seulement l'organisation qui émane de la nature, l'organisation primitive des hommes, leurs différences de race notamment. Il conditionne également tout leur développement ou non-développement ultérieur jusqu'à l'époque actuelle. Le raisonnement de Marx semble logique au premier abord. L'homme est un être historique dans la mesure où il produit lui-même ses moyens d'existence. Le moteur de l'histoire humaine est la lutte des classes. La lutte des classes est un processus qui doit se terminer par l'abolition de toutes les classes, et donc une société communiste. Donc, selon toutes ces prémices, le communisme est le destin de l'humanité. Mais Marx ne découvre pas la proposition 4 au terme de son raisonnement. Il a construit toute sa théorie en fonction de l'idée que le communisme est le destin de l'humanité. Deux prémices sont sous-entendues dans le schéma de la pensée de Marx. Numéro 5, l'humanité doit nécessairement être communiste. Moi, Marx, j'en suis sûr. 6, si la société actuelle n'est pas communiste, c'est parce que cela arrivera au terme d'un processus historique. C'est uniquement suite à l'intégration de ces deux affirmations que nous pouvons aboutir à la conclusion de Marx. Ces deux affirmations, qui sont éludées, sont actives comme des connaissances incontestables, sans pour autant qu'elles aient la même base empirique que l'analyse économique de Marx. Petit 1. L'homme est un être historique, dans la mesure où il produit lui-même ses moyens d'existence. Petit 2. Le moteur de l'histoire humaine est la lutte des classes. Petit 3. La lutte des classes est un processus qui doit se terminer par l'abolition de toutes les classes, et donc une société communiste. Donc, selon les prémices 1, 2 et 3, on obtient la proposition 4. Le communisme est le destin de l'humanité. Donc, l'humanité doit nécessairement être communiste. Le raisonnement de Marx, une fois ses présupposés explicités, peut être qualifié de raisonnement circulaire, puisqu'il présuppose la conclusion 5 dans la prémisse 3. Sa conclusion fait partie de ses postulats. Le matérialisme historique devient donc le moyen pour Marx de mettre en scène sa modélisation personnelle de l'égalité, la distinguant ainsi des autres théories politiques de l'époque. Il y a cependant de bonnes raisons d'interroger l'idéologie marxiste qu'est le communisme, en tant qu'elle est distincte de sa théorie économique. L'image de l'ellipse nous renseigne particulièrement sur l'influence de la rhétorique hegelienne sur la métaphysique de Marx. Galilée a soutenu l'idée que la Terre tourne autour du Soleil. Kepler a démontré que les astres suivaient des trajectoires elliptiques et non circulaires. D'après Michael Barat-Brown en 1972, l'ambition de Marx est de faire pour l'économie ce que Newton a fait pour la physique. Pour circonscrire le problème, il faut resituer l'interprétation élogieuse des découvertes astronomiques de Kepler par Hegel à la suite de sa critique du calcul différentiel de Newton et Leibniz, comme forme d'obscurantisme. On trouve l'exemple de l'ellipse au sens astronomique dans le livre 1 du Capital, où Marx le décrit comme une allégorie de la dialectique. Il propose la métaphore suivante. Un astre A est attiré par un astre B,
par la force de la gravité. A est simultanément soumis à sa propre inertie. Il en résulte une orbite elliptique stable. Georg Lukács affirme que l'induction d'une loi dialectique dans la nature est due à l'interprétation par Engels des écrits de Marx. L'exemple de l'ellipse serait entendu uniquement dans son sens métaphorique. Chez Marx, l'ellipse ne serait qu'une métaphore de la productivité capitaliste. Il résout l'opposition des tendances économiques contradictoires dans un mouvement cyclique qui n'est autre que le marché. L'idéologie allemande de Marx et Engels, 1845, commence par les thèses sur Feuerbach, fameuses pour leur concision. Ce texte se poursuit sur des portraits critiques d'intellectuels allemands aujourd'hui tombés dans l'oubli, les jeunes hegeliens. Il s'agit d'un cercle de penseurs généralement idéalistes dont Marx faisait partie quelques années auparavant. On y découvre le personnage de Saint Max. On connaît l'œuvre de Max Stirner, l'unique et sa propriété, telle que critiquée par Marx et Engels dans l'idéologie allemande. On peut saisir dans ce texte tout le ressentiment de Marx contre le nihilisme apparent de la pensée de Stirner. En effet, Stirner expose consciemment les contours de la méthode dialectique, qu'il critique en tant que symptôme d'une idéologie sous-jacente. Il propose une somme critique niant tous les fondements de l'Occident, capitaliste et protestant, ayant vu le jour à l'époque de la Révolution française. Karl Marx, pourtant, s'insurge du manque de rigueur du soi-disant système de Max Stirner. Relisons donc l'idéologie allemande avec la même mauvaise foi que Marx, Stirner. Je cite l'idéologie allemande, introduction, thèse sur Feuerbach, page 31-32. C'est dans la pratique qu'il faut que l'homme prouve la vérité, c'est-à-dire la réalité et la puissance de sa pensée dans ce monde et dans notre temps. La discussion sur la réalité ou l'irréalité d'une pensée qui s'isole de la pratique est purement scolastique. Dans son texte, Marx cherche, tenez-vous bien, à démontrer à quel point l'emploi qui est fait par Stirner de la dialectique est erroné. À travers cet acte d'appropriation du processus dialectique, la dialectique elle-même devient une forme de savoir mystique basé sur l'emploi du chiffre 3 dans sa manière de décomposer le réel. Marx s'approprie la dialectique en critiquant à cœur ouvert Stirner et à travers lui l'héritage hegelien. Or, l'idéologie de Marx, qui se veut révolutionnaire au plus haut point, reste dépendante du dogme dialectique de Hegel et s'approprie pourtant le terme de matérialisme, en le déracinant d'une certaine conception holistique de la réalité qui évolue depuis Héraclite jusqu'à Spinoza et se poursuit chez Sade, Nietzsche, entre autres. Cette appropriation abusive, on la retrouve notamment dans le militantisme d'un André Breton, qui affichait des idéaux révolutionnaires dans le manifeste du surréalisme et qui s'est révélé être un tyran auprès de ses soi-disant camarades. Victor Hugo, de même, a laissé le souvenir d'un homme engagé, mais il exprime une tendance démagogique tout à fait superficielle et typiquement française. La pensée socialiste molle, la bonne conscience confortable, l'auto-justification bourgeoise. Nietzsche décrit le style de Hugo comme romantique démagogue. Je cite « Victor Hugo, qui toute sa vie a revêtu, toujours au nom de la liberté, ce magnifique instinct grégaire de jolis mots et de manteaux de parade. Victor Hugo, âne de génie. » L'expression est de Baudelaire. Ce que Hugo, Breton et Marx ont en commun, c'est ce pouvoir symbolique à toute épreuve, syndrome d'une psychologie basée, en dernière analyse, sur le culte de la personnalité autoritaire. Karl Marx, de même, symbolise, peut-être malgré lui, un abîme de bien-pensance humaniste. N'ayant jamais exprimé un point de vue moralisateur, il paraît difficile de lui imputer des ambitions de domination métaphysique. Répondant à une lettre de Marx, sollicitant un très stimulant dialogue, suite à sa lecture de La naissance de la tragédie et des considérations inactuelles, Nietzsche répond « Monsieur Marx, je vous remercie pour votre lettre et votre invitation à discuter de nos idées. Je suis cependant surpris qu'un jeune socialiste allemand se promène avec un livre de moi, vu la gentillesse avec laquelle je traite du socialisme dans mes écrits. Et si effectivement les socialistes sont vos amis, nous risquons d'en découdre de manière assez franche. Si je suis flatté que vous ayez lu quelques-uns de mes livres, je dois vous avouer que je n'ai rien lu de vous,
et ne sait donc véritablement sur quel plan vous voulez discuter. Je vous laisse donc le choix des armes. Au plaisir de vous lire. Marx, attiré par Nietzsche près de 30 ans après la rédaction de l'idéologie allemande, est semble-t-il tout à fait inapte à voir l'œuvre de Nietzsche et celle de Stirner comme deux versions de ce que pourrait être une théorie de la contre-culture. Ellipse, épicycle et révolution, astronomie de Ptolémée à Kepler, révolution française chez Stirner, double inversion des valeurs, victoire du protestantisme et prise de pouvoir de la bourgeoisie, justification idéologique de l'industrialisation et du culte du rendement. Conclusion, Marx comme critique du capitalisme, vs Marx comme héritier de Hegel. Remplacer le concept d'histoire, fini, finaliste, prévisionniste, par le concept de destin pute. Fort d'un héritage présocratique, d'une pensée non systématique de l'accumulation d'événements, destin pute, c'est le cynisme des chats, le galéisme. C'est de rester extérieur aux choses qui nous sont étrangères, plutôt que de se laisser engager. La croyance en l'existence d'états mentaux est tout aussi discutable que l'était l'explication cosmologique géocentrique de Ptolémée. De fait, les théories politiques faisant usage d'une ontologie basée sur le schéma de la dialectique, telle l'économie de Marx, doivent être réfutées. Ce processus sera long s'il doit être exhaustif. Il faut débarrasser la théorie pseudo-analytique de Marx de ses fictions grammaticales et de ses zombies philosophiques. Destin pute n'est ni une religion, ni un parti politique. Il ne s'agit pas d'un volume de philosophie. Destin pute, c'est la méthode critique elliptique. Destin pute, c'est une danse, la danse de la nécessité. Exemple de la mort d'Héraclite qui refusait la société des hommes et leur distribution du pouvoir, et qui s'est lui-même enseveli jusqu'à la tête dans un tas de merde de vache en croyant guérir le mal dont il était atteint. Destin pute, c'est vivre consciemment dans le royaume de la nécessité plutôt que de poursuivre une chimérique liberté. Régler sa vie plutôt que de prescrire une méthode à autrui. Problème, les nuisances du dehors, cosmos, monde, état, société, état comme source du problème. C'était destin pute. Première partie, Karl Marx.
se occulter. Il faudrait bien que cela passe. Elle prend vraiment trop de place. Mythologiquement vorace, ta position est ersatz. Attention, Marx attaque. Il transmet sa préface. La tectonique écrase. Marx, quelle arnaque! Mais la tyrannie des rois, le règne des bourgeois, les chefs indépendantes, plus grands que Victor Hugo, mais bon que contre-breton. Personnalité, caractère autoritaire. Car Marx est un rapace, et avec lui me menace la dictature des masses. Marx, nique ta race. Il faudra bien que cela passe, que disparaisse sa race et son idéal de surface. Et qu'après tout l'histoire se passe, le communisme bien et le marxisme autoritaire. Elle est longtemps au cœur de l'homme, il est culte du capital. Faites comme Marx, il fait le trace, critique le duc de Saxe, supprimer le droit, c'est le conservatrice, sa merde, dialectique et l'exopéraliste. Eh bien, merci.
Merci Benjamin et Mireille. Alors, à chaque fois, on a un petit temps pour les questions. Si vous avez quelques questions à poser,